Claire termine sa garde de nuit à l'hôpital Purpan de Toulouse, épuisée après 12 heures passées entre les salles de radiologie et le service des urgences. Il est 7 heures du matin en ce vendredi de fin avril, et la lumière dorée du printemps toulousain filtre à travers les vitres du parking. Elle monte dans sa Peugeot 208 gris métallisé, achetée d'occasion il y a 3 ans, après avoir économisé pendant des mois. Cette voiture représente bien plus qu'un simple moyen de transport pour elle. C'est sa fierté discrète, son autonomie, sa liberté. Elle démarre, règle le rétroviseur et prend la direction de Blagnac, chez ses parents. La veille, sa mère l'a appelée avec un ton inhabituellement pressant. « Il faut qu'on parle en famille, c'est important. Viens demain matin, ton père et moi, on t'attend. » Claire n'a pas osé refuser, même si une inquiétude sourde s'est installée dans son ventre depuis ce coup de fil. Elle connaît ce ton, cette urgence feinte qui cache toujours quelque chose de désagréable. 20 minutes plus tard, elle se gare devant le petit pavillon familial de l'avenue de l'Ardenne. Dès qu'elle franchit le seuil, l'atmosphère lui semble lourde, presque oppressante. Son père, Michel, est assis dans le fauteuil près de la fenêtre du salon, les bras croisés, le visage fermé. Sa mère, Sylvie, fait les 100 pas dans la cuisine adjacente, visiblement nerveuse. Claire retire sa veste et s'installe sur le canapé, les mains posées sur ses genoux. Quelques instants plus tard, sa sœur cadette, Mathilde, fait son entrée. Elle rayonne dans une robe neuve de créatrice, les cheveux parfaitement coiffés, un sourire éclatant aux lèvres. Michel ne perd pas de temps. Il se racle la gorge et annonce d'une voix grave, sans préambule. Mathilde se marie dans 2 semaines avec Guillaume. On est tous très heureux pour elle, évidemment. Il marque une pause, échange un regard entendu avec Sylvie, puis reprend. La lune de miel qu'ils ont choisie aux Maldives coûte 6 500 €. On a fait les calculs. Si tu vends ta voiture, tu peux facilement donner entre 4 et 5 000 €. C'est normal. Tu es l'aîné. Tu dois aider ta sœur à démarrer sa vie. Claire reste immobile, comme frappée par la foudre. Elle fixe son père, cherchant dans ses yeux une trace d'humour, une plaisanterie de mauvais goût. Mais non, il est sérieux, complètement sérieux. Elle secoue lentement la tête et répond d'une voix calme mais ferme. « Non, papa, je ne vendrai pas ma voiture. » Le silence qui suit est glacial. Sylvie s'approche, les mains jointes comme pour une supplication. « Claire, on ne te demande pas grand-chose. Juste un geste de solidarité familiale. Mathilde commence une nouvelle vie, c'est important. Toi, tu n'as pas de projet en ce moment. Tu peux te passer de cette voiture quelque temps. » Claire sent la colère monter en elle, une vague brûlante qui lui serre la poitrine. Elle inspire profondément avant de répondre. « Cette voiture, je l'ai achetée avec mon argent, avec mes économies. Elle me permet d'aller travailler tous les jours. C'est mon bien, ma liberté. Je ne vais pas la vendre pour financer des vacances de luxe. » Mathilde intervient alors, agacée, en croisant les bras. « De toute façon, Claire, tu ne fais rien d'important de ta vie. Moi, je construis quelque chose avec Guillaume. On a des projets, on fonde une famille. Toi, tu es juste technicienne à l'hôpital. Tu vis seule dans ton petit studio. Tu n'as rien de vraiment sérieux. Le moins que tu puisses faire, c'est nous soutenir. » Les mots de Mathilde frappent Claire comme des gifles. Elle sent ses yeux piquer, mais refuse de pleurer devant eux. Elle se lève lentement, ramasse sa veste et se dirige vers la porte. Michel hausse le ton. « Claire, on n'a pas fini de parler. Tu ne pars pas comme ça. » Mais Claire est déjà sur le seuil. Elle se retourne une dernière fois et dit d'une voix tremblante mais déterminée. « Si, justement, j'ai fini d'écouter. » Elle sort, referme la porte derrière elle et monte dans sa Peugeot. Ses mains tremblent sur le volant. Elle démarre et s'éloigne sans regarder dans le rétroviseur. Sur la route du retour vers son studio de Saint-Cyprien, Claire sent les larmes couler enfin. Mais au milieu de cette tristesse, une certitude se dessine. Elle ne cédera pas. Jamais. 2 semaines passent dans un silence glacial. Claire reçoit des messages quotidiens de sa mère, chacun plus insistant que le précédent. « Ne gâche pas le mariage de ta sœur avec tes caprices. Pense à la famille, Claire. Tu nous fais honte. » Elle ne répond à aucun. Elle bloque même le numéro de Mathilde après avoir reçu un énième message vindicatif. Mais malgré tout, elle décide d'assister à la cérémonie. Peut-être par un dernier espoir de voir sa famille se comporter dignement.
peut-être par simple obligation sociale. Le samedi arrive. Claire enfile une robe bleu marine sobre, se maquille légèrement et prend la route vers la mairie de Toulouse. La cérémonie civile est courte, protocolaire. Mathilde rayonne dans une robe de mariée somptueuse, Guillaume sourit à ses côtés, et les 80 invités applaudissent avec enthousiasme. Claire se tient au fond de la salle, discrète, les mains posées sur son sac. Personne ne lui adresse la parole. L'après-midi, tout le monde se retrouve dans une grande salle de réception à Colomiers. Les tables sont décorées de fleurs blanches, dont le parfum lourd et entêtant commence à donner mal à la tête à Claire. Elle s'assoit à une table avec des cousins éloignés qu'elle connaît à peine, évitant le regard de ses parents installés à la table d'honneur. Le repas se déroule dans une ambiance festive, ponctuée de rires et de toasts. Claire mange en silence, observant la scène avec un sentiment de distance croissant. Puis vient le moment des discours. Guillaume prend le micro en premier, remercie les invités, parle de son amour pour Mathilde. Applaudissements. Ensuite, c'est au tour de Michel. Il se lève, ajuste sa cravate et commence par féliciter les mariés avec chaleur. Tout semble normal. Mais soudain, son regard se durcit et se tourne vers Claire. Le sourire disparaît de son visage. « Je dois cependant dire quelque chose qui me pèse sur le cœur », annonce-t-il d'une voix forte qui résonne dans toute la salle. Le silence se fait immédiatement. 80 pères dieux se tournent vers lui. Ma fille aînée aurait dû contribuer à cette belle fête. On lui a simplement demandé de vendre sa voiture pour aider sa sœur à offrir une lune de miel décente. Elle a refusé. Il marque une pause, puis pointe Claire du doigt. « Claire, tu es une incapable et une ratée. C'est pourtant ton devoir de soutenir ta famille. » Claire sent le sol se dérober sous ses pieds. Les regards de tous les invités convergent vers elle, certains choqués, d'autres simplement curieux. Elle sent ses joues brûler de honte, sa gorge se serrer comme dans un étau. Les larmes montent, mais elle refuse catégoriquement de pleurer devant eux. Elle serre les poings sous la table, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Puis, dans un geste de dignité pure, elle se lève lentement. Le silence est total. Elle prend son sac, traverse la salle sous les regards médusés, la tête haute malgré le tremblement de ses mains. Personne ne dit un mot. Elle franchit la porte, sort dans le parking et monte dans sa Peugeot. Une fois à l'intérieur, elle s'effondre. Les larmes coulent, enfin, brûlantes et incontrôlables. Elle démarre, quitte le parking et roule sans réfléchir vers son studio. Cette nuit-là, elle ne dort presque pas. Les mots de son père tournent en boucle dans sa tête. Incapable. Raté. Devant 80 personnes. Le lendemain matin, dimanche, 9h17. Claire se réveille dans son lit, les yeux gonflés, le corps lourd. Elle fixe le plafond, épuisée par cette nuit blanche. Son téléphone vibre sur la table de nuit. Elle hésite, pense que c'est encore sa mère, puis regarde l'écran. Numéro inconnu, indicatif parisien. Elle décroche, la voix encore enrouée par les larmes de la veille. « Bonjour, Claire Moreau ?» demande une voix féminine posée et professionnelle. Ici, Nathalie Renaud, responsable des ressources humaines chez Siemens Healthineers France. Un médecin radiologiste avec qui vous avez travaillé, le docteur Lemoine, nous a vivement recommandé votre profil. Nous recherchons actuellement une formatrice technique régionale basée à Lyon pour nos équipements IRM et scanners. Seriez-vous disponible pour en discuter cette semaine ? Claire reste sans voix, le téléphone collé contre son oreille. Elle cligne des yeux, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Après quelques secondes de silence, elle murmure simplement « Oui, je suis disponible ». Le mardi suivant, Claire prend le TGV de 8h30 à la gare Matabio de Toulouse. Elle a choisi une tenue sobre mais soignée, un tailleur gris anthracite qu'elle porte rarement, et a pris soin de masquer les traces de fatigue sous ses yeux. Le voyage dure un peu plus de 4 heures. Elle regarde défiler les paysages par la fenêtre, incapable de se concentrer sur le livre qu'elle a apporté. Son esprit oscille entre l'humiliation du mariage et l'incroyable coup de téléphone de dimanche. Elle ne sait pas encore ce qui l'attend vraiment. À 13h, elle arrive dans les bureaux de Siemens Healthineers, avenue Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris. Le hall d'entrée est moderne, lumineux, avec des murs blancs et des touches de bleu corporate.
L'odeur du café fraîchement préparé flotte dans l'air, mélangée à celle du cuir des fauteuils design. Une assistante l'accueille avec un sourire professionnel et la guide vers une salle de réunion au 3e étage. Nathalie Renaud, la femme qui l'a appelée dimanche, l'attend déjà. La quarantaine, cheveux courts, regard vif et bienveillant. À ses côtés se trouve Monsieur Garnier, directeur régional, un homme d'une 50aine d'années aux tempes grisonnantes et à la poignée de main ferme. Ils invitent Claire à s'asseoir et lui offrent un café. Elle accepte, serre la tasse entre ses mains, sentant la chaleur du porcelaine sous ses doigts, encore un peu tremblants. Nathalie prend la parole avec un ton direct mais chaleureux. « Claire, le docteur Lemoine nous a parlé de vous en termes très élogieux. Il a travaillé avec vous à Purpan lors de l'installation des nouveaux IRM l'année dernière, et il a été impressionné par votre pédagogie, votre rigueur et votre capacité à expliquer des concepts techniques aux équipes médicales. » Claire hoche la tête, surprise. Elle se souvient du docteur Lemoine, un radiologue exigeant mais juste. Elle ne pensait pas l'avoir marqué à ce point. Monsieur Garnier enchaîne, posant devant elle une fiche de poste imprimée sur un papier épais et officiel. Nous recherchons une formatrice technique régionale pour la zone Auvergne-Rhône-Alpes, basée à Lyon. Votre mission serait de former les techniciens hospitaliers et les radiologues sur nos équipements IRM et scanners de dernière génération. Vous seriez amené à vous déplacer régulièrement dans les établissements de santé de la région, à animer des sessions de formation et à assurer un suivi technique. Il marque une pause, observe Claire pour évaluer sa réaction, puis ajoute les détails financiers. Le salaire brut mensuel est de 4 200 €, avec une voiture de fonction, dans ce cas une Peugeot 3008, des tickets restaurants, une mutuelle d'entreprise et des formations continues prises en charge. Vous seriez en CDI, période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. Claire sent son cœur battre plus vite. 4 200 € contre ses 2 400 actuels. Une voiture de fonction. Elle pense immédiatement à l'ironie cruelle de la situation. Sa famille voulait qu'elle vende sa Peugeot 208, et voilà qu'on lui offre une voiture bien meilleure, gratuitement. Elle doit faire un effort pour ne pas laisser transparaître l'émotion qui monte en elle. Nathalie reprend, le regard franc. Nous avons besoin de quelqu'un rapidement. La personne précédemment pressentie pour le poste a finalement décliné notre offre la semaine dernière. Nous aimerions que vous commenciez début mai, c'est-à-dire dans 3 semaines. Pouvez-vous nous donner une réponse d'ici vendredi ? Claire inspire profondément. 3 semaines. Cela signifie donner son préavis immédiatement à Purpan, organiser un déménagement, quitter Toulouse, rompre avec sa famille de manière définitive. C'est vertigineux. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmure que c'est exactement ce dont elle a besoin. Une échappatoire. Un nouveau départ. Loin de tout. Elle hoche la tête lentement. Je comprends. J'ai besoin de réfléchir, d'organiser certaines choses. Mais je vous promets une réponse claire vendredi au plus tard. Monsieur Garnier sourit, satisfait. Parfait. Prenez votre temps. Mais sachez que nous sommes très intéressés par votre profil. Il lui tend une carte de visite. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. L'entretien se termine. Claire serre la main des 2 recruteurs, récupère son sac et quitte le bâtiment. Dehors, l'air parisien est frais, vivifiant. Elle marche jusqu'à une petite place à quelques rues de là, s'assoit sur un banc et regarde autour d'elle. Les gens passent, pressés, absorbés par leur quotidien. Elle sort la fiche de poste de son sac et la relit lentement, ligne par ligne. Formatrice technique régionale. Lyon. 4 200 €. Voiture de fonction. Elle pense à sa vie à Toulouse. Son petit studio de Saint-Cyprien. Son travail à Purpan. Répétitif mais stable. Et surtout, sa famille. Ses parents qui l'ont humiliée publiquement. Mathilde qui la méprise. Cette dynamique toxique qui l'étouffe depuis toujours. Le mercredi, elle fait des recherches sur Lyon, consulte les annonces immobilières, regarde les quartiers, calcule les coûts. Le jeudi, elle dort à peine, oscillant entre excitation et peur panique du changement. Le vendredi matin, à 9 h précises, elle appelle Nathalie Renaud. Sa voix est calme, déterminée. « Bonjour Nathalie, c'est Claire Moreau. J'accepte votre offre. » Pour la première fois depuis le mariage, elle sourit. Un sourire fragile,
certes, mais sincère. Le lundi suivant, Claire se présente au bureau des ressources humaines de l'hôpital Purpan et dépose sa lettre de démission. Un préavis d'1 mois, comme l'exige la loi pour son type de contrat. Sa responsable, Madame Dufour, est surprise mais sincèrement heureuse pour elle. Lyon Siemens, c'est une belle opportunité, Claire. Vous allez nous manquer, mais je vous souhaite vraiment le meilleur. Quelques collègues passent la féliciter, certains un peu envieux, d'autres touchés par son départ. Claire réalise qu'elle va quitter des gens qui la respectent, qui voient de sa valeur. Cela contraste douloureusement avec le mépris de sa propre famille. Les jours suivants, elle se plonge dans les recherches immobilières. Lyon est plus cher que Toulouse. Les loyers sont élevés. Elle trouve finalement un appartement T2 de 50 mètres carrés dans le quartier de la Croix-Rousse, lumineux, avec parquet au sol et une petite cuisine ouverte. Le loyer est de 850 € par mois. Pour signer le bail, elle doit verser 2 mois de caution plus les frais d'agence, soit environ 3 400 €, auxquels il faut ajouter l'achat de meubles basiques et le déménagement. Elle fait ses comptes. Ses économies actuelles s'élèvent à 6 800 €. C'est juste, très juste. Pendant ce temps, les messages de sa famille se multiplient. Sylvie écrit depuis un autre numéro, celui d'une voisine sans doute. « Tu nous as humiliés en partant du mariage comme ça. » Tout le monde a posé des questions. On ne peut plus sortir sans qu'on nous demande ce qui s'est passé avec toi. Mathilde envoie un long message agressif. « T'es vraiment égoïste, Claire. Tu as gâché l'ambiance de mon mariage. » Tout le monde parlait de ton départ au lieu de nous féliciter. Michel, lui, reste silencieux. Pas un mot. Claire lit ses messages le soir, assise sur son canapé, une boule dans la gorge. Mais elle ne répond à aucun. Elle les laisse dans le vide qu'ils méritent. Mi-avril, alors qu'elle commence à stresser sur ses finances, elle reçoit un courrier officiel d'un notaire de Tarbes, maître du Lac. Elle ouvre l'enveloppe avec curiosité, déplie le papier épais et lit lentement. Sa grand-mère maternelle, Simone, décédée il y a 2 ans, avait rédigé un testament. Après le long processus de règlement de la succession, qui a pris tout ce temps à cause de complications administratives et de biens à liquider, Claire hérite de 45 000 €, sa part légale en tant que petite fille. Elle relit 3 fois pour être sûre de comprendre. 45 000 €, ce n'est pas une fortune, mais c'est une bouée d'oxygène inespérée. Elle pense à Simone, une femme douce et discrète qu'elle voyait peu, mais qu'il avait toujours traitée avec tendresse. Elle sent les larmes monter, un mélange de gratitude et de tristesse. Cette grand-mère qu'elle connaissait à peine lui offre, même après sa mort, plus de soutien que ses propres parents. Elle prend rendez-vous avec le notaire pour signer les documents nécessaires, puis décide d'utiliser 30 000 € pour l'entrée dans l'appartement lyonnais et l'achat de meubles essentiels. Un lit, un canapé, une table, quelques étagères. Le reste, 15 000 €, elle le garde en sécurité sur un compte épargne. Une réserve pour les imprévus, pour sa nouvelle vie. Fin avril, elle charge sa Peugeot 208 avec ses cartons, ses vêtements, ses quelques affaires personnelles. Son studio de Saint-Cyprien est vide maintenant. Les murs nus portent encore les traces des cadres qu'elle a décrochés. Elle regarde une dernière fois autour d'elle, ferme la porte à clé et la glisse sous le paillasson du propriétaire comme convenu. Elle monte dans sa voiture, règle le GPS sur l'adresse lyonnaise et démarre. Sur l'autoroute A62, puis A20, elle roule avec un sentiment étrange, à mi-chemin entre l'excitation et l'angoisse. Elle quitte Toulouse, sa ville, ses repères. Elle quitte aussi sa famille, définitivement cette fois. Elle ne leur a rien dit de son départ, rien de Lyon, rien de Siemens. Ils découvriront bien assez tôt. 4 heures plus tard, elle arrive à Lyon sous un ciel gris de printemps. Elle se gare devant son nouvel immeuble dans la Croix-Rousse, monte les escaliers jusqu'au 3e étage et ouvre la porte de son appartement. Il sent encore la peinture fraîche et le bois neuf. Elle pose son sac, s'avance jusqu'à la fenêtre et regarde la ville qui s'étend devant elle. Une nouvelle vie commence. Les premiers jours de mai à Lyon sont intenses. Claire s'installe dans son appartement de la Croix-Rousse, déballe ses cartons, range ses affaires dans les placards qui sentent encore le bois neuf. Elle achète des rideaux légers pour les fenêtres, quelques plantes vertes pour égayer le salon, un tapis pour adoucir le parquet.
Chaque geste est une affirmation silencieuse. C'est chez elle, à elle seule, personne ne peut plus rien lui imposer. Le lundi suivant, elle commence officiellement chez Siemens Healthineers. Les bureaux sont situés à Vénissieux, dans la banlieue sud de Lyon, un bâtiment moderne entouré d'autres entreprises de technologie médicale. L'équipe l'accueille chaleureusement. Nathalie Renaud lui fait visiter les locaux, lui présente les collègues, lui remet son badge et les clés de sa Peugeot 3008 gris foncé, garée sur le parking réservé. Claire serre les clés dans sa paume, sentant le métal froid sous ses doigts. Cette voiture, elle ne l'a pas achetée, on la lui a offerte. L'ironie la fait sourire amèrement. Ces nouvelles fonctions consistent à former les techniciens hospitaliers et les radiologues sur les équipements IRM et scanners de dernière génération. Elle doit maîtriser les aspects techniques, préparer des supports pédagogiques, animer des sessions de formation dans les hôpitaux de la région. C'est exigeant, beaucoup plus que son ancien poste à Purpan, mais elle s'y plonge avec détermination. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent valorisée, reconnue pour ses compétences. Mi-mai, elle décide de mettre à jour son profil LinkedIn. Elle ajoute son nouveau poste, formatrice technique régionale chez Siemens Healthineers, basée à Lyon. Elle hésite avant de publier, consciente que cela pourrait attirer l'attention, puis clique sur valider. Après tout, elle n'a rien à cacher. C'est sa vie, sa réussite. 2 jours plus tard, l'explosion. Son téléphone vibre sans arrêt. Mathilde la bombarde de messages rageurs depuis un numéro qu'elle ne connaît pas, probablement celui de Guillaume. Alors comme ça, Madame a trouvé un poste de formatrice à Lyon. Tu te cachais bien? Et tu te permets de nous ignorer alors que tu gagnes bien ta vie maintenant? Tu es vraiment une hypocrite, Claire. Puis Sylvie enchaîne depuis son propre téléphone. Claire, on doit parler sérieusement. C'est inadmissible que tu coupes les ponts comme ça avec ta famille. Tu as des responsabilités envers nous. Tu ne peux pas juste disparaître et faire ta vie sans nous consulter. Rappelle-moi. Enfin, Michel rompt le silence. Un message court, sec, autoritaire. Appelle-moi. Immédiatement. Claire lit ses messages assise sur son canapé, le téléphone posé sur ses genoux. Son cœur bat vite. Ses mains tremblent légèrement. Elle sent la colère monter, mélangée à une profonde tristesse. Ils ne lui demandent pas comment elle va, s'ils peuvent la voir, s'excuser. Non, ils exigent, comme toujours. Ils réclament des comptes, comme si elle leur devait quelque chose. Elle prend une longue inspiration, ouvre WhatsApp et bloque les 3 numéros l'un après l'autre. Puis elle bloque également leurs contacts sur son téléphone classique. Le silence retombe immédiatement. C'est fini. Elle ne répondra plus. Elle ne justifiera plus rien. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur elle. Les jours suivants, elle se concentre pleinement sur son travail et l'exploration de Lyon. Elle découvre les traboules du vieux Lyon, se promène le long des quais du Rhône, prend un café en terrasse sur la place des Terreaux. La ville est belle, vibrante, différente de Toulouse. Elle s'y sent bien, même si la solitude pèse parfois le soir dans son appartement. Un vendredi après-midi de fin mai, elle participe à une formation interne organisée chez un client, l'hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement. Une vingtaine de professionnels de santé sont réunis dans une salle de conférence pour découvrir les nouvelles fonctionnalités des IRM. Claire anime la session avec assurance, explique les protocoles techniques, répond aux questions. Pendant la pause café, elle remarque un homme d'une 30aine d'années, cheveux châtains légèrement bouclés, sourire doux. Il s'approche, une tasse fumante à la main. « Bonjour, je suis Alexandre, kinésithérapeute ici à Édouard Herriot. J'avoue que je ne comprends pas grand-chose aux IRM, mais votre présentation était vraiment claire. » Il a une voix calme, posée, un regard franc. Claire sourit. « Merci, c'est gentil. Vous travaillez dans quel service ? » Rééducation fonctionnelle, au 2e étage. On collabore souvent avec la radiologie pour les suivis post-opératoires. Ils échangent quelques phrases, parlent du métier, de Lyon, de l'hôpital. Alexandre a un humour discret, une présence apaisante. Avant de retourner en salle, il lui tend une carte de visite. Si jamais vous voulez prendre un vrai café, pas celui de la machine, n'hésitez pas. Je connais un bon endroit pas loin. Claire prend la carte, surprise mais touchée. Avec plaisir. Ce soir-là, en rentrant chez elle,
Elle regarde la carte posée sur sa table. Alexandre Mercier, kinésithérapeute. Un numéro de portable. Une proposition simple, sans arrière-pensée apparente. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'a approchée sans rien lui demander, sans rien exiger. Juste un café. Elle sourit en éteignant la lumière. Début juin. Claire reçoit un message de sa mère depuis un numéro inconnu, probablement celui d'une voisine ou d'une cousine. On vient te voir dimanche matin à Lyon. Envoie-nous ton adresse. Pas de questions, pas de demande de permission. Juste une annonce. Claire hésite longuement. Elle pourrait ignorer le message, ne rien répondre, disparaître complètement. Mais une partie d'elle veut les affronter une dernière fois, leur montrer qu'elle a changé, qu'elle n'a plus peur. Elle envoie son adresse. Dimanche matin, 10 heures précises. La sonnette retentit. Claire regarde par l'œilleton et voit Michel, Sylvie et Mathilde sur le palier. Elle inspire profondément, pose la main sur la poignée froide et ouvre. Ils se tiennent devant elle, visage fermé, presque hostile. Personne ne sourit, personne ne dit bonjour. Michel entre sans y être invité, suivi de Sylvie et Mathilde. Claire recule instinctivement, surprise par leur aplomb. Ils s'installent dans le salon comme s'ils étaient chez eux, observant l'appartement avec des regards scrutateurs. Mathilde effleure le canapé du bout des doigts, jette un œil au parquet ciré, aux meubles neufs. Sympa ton petit nid. Ça doit coûter cher tout ça. Claire reste debout près de la fenêtre, les bras croisés. Et qu'est-ce que vous voulez ? Michel va droit au but, comme toujours. On ne va pas tourner autour du pot. Tu as un bon salaire maintenant, tu as hérité de Simone. Mathilde et Guillaume ont des difficultés financières sérieuses. Le crédit de la lune de miel les étrangle. Ils ont pris du retard sur leur mensualité. Il est normal que tu aides ta sœur. C'est ton devoir de famille. Claire sent une colère froide monter en elle. Elle les regarde l'un après l'autre, calmement, presque cliniquement. Non. Sylvie intervient, la voix teintée de reproche. Comment ça, non ? On est une famille, Claire. On se soutient dans les moments difficiles. Claire prend une longue inspiration, choisit ses mots avec soin. Une famille ? Vous m'avez humiliée publiquement devant 80 personnes. Vous m'avez traité de ratée et d'incapable. Vous avez exigé que je vende ma voiture pour financer le luxe de Mathilde. Vous ne savez rien de ma vie, rien de ce que je ressens, rien de ce que j'ai vécu. Et maintenant que j'ai réussi, que j'ai un bon poste, vous revenez réclamer de l'argent. Michel hausse le ton, rouge de colère. Tu n'es qu'une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tous les sacrifices qu'on a consentis pour t'élever, Claire le coupe d'une voix glaciale. Vous n'avez rien fait pour moi que je ne méritais pas déjà. Vous m'avez nourri, logé, comme tous les parents doivent le faire. Mais vous ne m'avez jamais respecté, jamais valorisé, jamais traité comme votre égal. Mathilde se lève, les poings serrés. Arrête ton cinéma, Claire. Tu dramatises toujours tout. On te demande juste un petit geste. C'est pas la fin du monde. Claire se dirige vers la porte et l'ouvre lentement. Je vous demande de partir. Maintenant. Il ne bouge pas. Michel croise les bras, défiant. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas réglé cette histoire. Claire saisit son téléphone dans sa poche. Très bien. Je vais appeler la police et leur expliquer que vous refusez de quitter mon domicile. Le silence se fait. Michel, blême, se lève en repoussant brutalement sa chaise. Tu es vraiment devenue quelqu'un de mauvais, Claire. Il se dirige vers la porte, sort sans un regard. Sylvie le suit, les lèvres pincées. Puis Mathilde, bouche bée, incapable de croire ce qui vient de se passer. Claire referme la porte derrière eux et s'adosse au mur. Ses jambes tremblent, son cœur bat à tout rompre. Elle glisse lentement jusqu'au sol, assise contre le mur, et pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de libération, violentes et cathartiques. Elle vient de les affronter, de leur tenir tête, de les expulser de sa vie. Pour la première fois, elle est vraiment libre. Les semaines qui suivent la confrontation sont apaisées, presque légères. Claire se consacre pleinement à son travail chez Siemens. Elle voyage dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, anime des formations à Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne, Villeurbanne. Elle découvre des hôpitaux différents,
rencontre des équipes motivées, gagne en assurance et en compétences. Ses responsables la félicitent régulièrement pour la qualité de ses interventions. Elle se sent enfin reconnue, valorisée pour ce qu'elle sait faire. Un mercredi soir de fin juin, alors qu'elle rentre chez elle après une longue journée, son téléphone vibre. Un message d'Alexandre. « Toujours partante pour ce café ? Je connais un endroit sympa près des quais. » Elle sourit, fatiguée mais curieuse, et répond simplement « Demain après-midi, si ça te va. » Le lendemain, ils se retrouvent dans un petit café discret du quai Saint-Antoine, avec vue sur la Saône. L'air sent le pain grillé et le café fraîchement moulu. Ils s'installent en terrasse sous un parasol blanc. Alexandre commande un espresso, Claire un thé vert. Ils parlent de tout, de rien. De Lyon, qu'Alexandre connaît depuis toujours, étant né dans le 6e arrondissement. De Toulouse, que Claire a quitté sans regret. De leurs métiers respectifs, de leurs passions. Alexandre aime randonner dans le Vercors, lire des polars, cuisiner le dimanche. Claire avoue qu'elle ne connaît presque rien de Lyon, qu'elle explore encore la ville comme une touriste. « Je peux te montrer, si tu veux », propose-t-il avec un sourire sincère. Il y a des endroits magnifiques que les gens ne connaissent pas. Claire accepte. Les semaines suivantes, ils se revoient régulièrement. Alexandre lui fait découvrir les traboules cachées du vieux Lyon, l'emmène au parc de la Tête d'Or un dimanche matin brumeux, où ils marchent autour du lac en écoutant le chant des oiseaux. Ils dînent dans de petits restaurants discrets, partagent des moments simples, sans pression, sans attente. Alexandre ne pose jamais de questions indiscrètes, mais écoute avec attention quand Claire évoque, par bribes, sa famille, l'humiliation du mariage, la rupture brutale. Un soir de juillet, assis sur les marches des quais du Rhône, face au coucher de soleil qui teinte le fleuve de reflets dorés, Alexandre lui confie quelque chose. « Tu sais, Claire, ce qui m'impressionne chez toi, c'est ta capacité à te reconstruire. Beaucoup de gens restent prisonniers de leur passé, de leur famille, de ce qu'on attend d'eux. Toi, tu as eu le courage de partir, de choisir ta vie. » Claire sent une boule se former dans sa gorge. Personne ne lui a jamais dit quelque chose comme ça. Parfois, je me demande si j'ai bien fait, si je n'aurais pas dû essayer de réparer les choses. Alexandre secoue la tête doucement. Tu ne peux pas réparer quelque chose que tu n'as pas cassé. Ils t'ont blessé, humilié. Tu as le droit de te protéger. Cette phrase résonne en elle longtemps après leur séparation ce soir-là. Fin juillet, Alexandre lui annonce une nouvelle. Il a reçu une proposition pour ouvrir son propre cabinet de kinésithérapie à Lyon, en association avec un confrère rencontré à Édouard Herriot. C'est une opportunité énorme, mais cela implique de quitter l'hôpital, de prendre des risques financiers. Il hésite. Si je reste à Lyon, si je me lance dans ce projet, est-ce que on pourrait essayer, vraiment essayer, nous deux ? Demande-t-il avec une hésitation touchante. Claire le regarde, surprise par la franchise de la question. Elle pourrait avoir peur, reculer, se protéger. Mais quelque chose en elle a changé. Elle a appris à faire des choix courageux, à prendre des risques. Elle sourit, les yeux brillants. Oui, début août, ils partent ensemble pour un week-end à Annecy. C'est leur premier voyage à deux. Ils louent un petit appartement près du lac, se promènent main dans la vieille ville, dînent sur une terrasse face aux montagnes. Le soir, assis au bord du lac, Claire regarde l'eau calme sous la lune et sent une paix profonde l'envahir. Elle a quitté Toulouse, sa famille, ses certitudes. Elle a construit une nouvelle vie, trouvé un travail qui la valorise, rencontré quelqu'un qui la respecte. Alexandre passe son bras autour de ses épaules. « À quoi tu penses ? À tout ce qui a changé en quelques mois, » répond-elle doucement. « Je me sens libre, vraiment libre. » Il l'embrasse sur le front, sans rien ajouter. Parfois, les mots sont inutiles. Octobre, 6 mois après le mariage. Claire et Alexandre vivent ensemble dans l'appartement de la Croix-Rousse depuis septembre. Ils ont trouvé un rythme quotidien harmonieux. Alexandre a ouvert son cabinet de kinésithérapie dans le 6e arrondissement, l'activité démarre bien. Claire continue ses formations à travers la région, rentre le soir fatiguée mais satisfaite. Ils cuisinent ensemble, regardent des films le dimanche, parlent de tout. C'est simple, stable, apaisant. Un samedi matin, 9h30.
Claire est encore en pyjama. Elle prépare du café dans la cuisine ouverte. Alexandre lit le journal sur le canapé. La sonnette retentit de manière insistante. Plusieurs coups rapides et agressifs. Claire fronce les sourcils, regarde par l'œilleton. Son cœur se glace. Michel, Sylvie, Mathilde et Guillaume se tiennent sur le palier, visage fermé. Elle hésite, la main tremblante sur la poignée. Puis ouvre, stupéfaite. Qu'est-ce que vous faites là ? Michel ne répond pas. Il avance d'un pas, la forçant à reculer. Sylvie et Mathilde suivent immédiatement. Guillaume reste en retrait près de la porte, visiblement mal à l'aise. Claire, surprise et encore sous le choc de les voir, recule instinctivement vers le salon. Ils entrent et s'installent comme si de rien n'était. Mathilde sur le fauteuil, Michel et Sylvie sur le canapé, poussant le journal d'Alexandre. Alexandre sort de la chambre, interloqué. « C'est qui ?» demande-t-il calmement. « Ma famille », répond Claire d'une voix glaciale. Mathilde regarde autour d'elle avec un mélange de jalousie et de mépris. Elle remarque les nouveaux meubles, les cadres aux murs, les plantes vertes. Par la fenêtre, elle aperçoit la Peugeot 3008 de fonction garée en bas dans la rue. « Belle voiture, dis donc, pendant que nous on galère avec nos crédits. » Guillaume détourne le regard, embarrassé. Michel prend la parole sans préambule, les mains croisées, le ton autoritaire. « On ne serait pas venu si ce n'était pas grave. » Mathilde et Guillaume sont au bord de la saisie. Ils ont besoin de 8 000 € pour éviter l'expulsion de leur appartement. Tu es la seule qui peut t'aider, Claire. Claire les regarde, incrédule. Vous entrez chez moi sans permission, vous vous installez comme si vous étiez chez vous, et vous pensez que je vais vous donner de l'argent ? Sylvie tente la carte émotionnelle, les yeux humides. On reste une famille, Claire. On a fait des erreurs, c'est vrai, mais on t'aime. On a besoin de toi. Alexandre s'approche, se place calmement aux côtés de Claire. Je crois qu'elle a été très claire. Vous devez partir maintenant. Michel le toise avec mépris. On ne vous a rien demandé à vous. C'est une affaire de famille. Alexandre garde son calme, mais sa voix se fait plus ferme. Claire vous a demandé de partir. Respectez ça, ou j'appelle la police. Un silence tendu s'installe. Mathilde explose soudain, le visage rouge de colère. Tout ça, c'est de ta faute, Claire. Si tu avais aidé dès le début, si tu n'avais pas été aussi égoïste, on n'en serait pas là. Tu nous as abandonnés pour jouer à la grande carriériste avec ton mec et ta belle voiture. Claire sent quelque chose se briser définitivement en elle. Elle se dirige vers la porte et l'ouvre en grand, d'un geste lent et déterminé. Sa voix est posée, presque calme, mais chaque mot tombe comme une sentence. Sortez, tous, maintenant. Ne revenez jamais. Michel se lève, le visage écarlate, humilié. Il passe devant Claire sans la regarder. Sylvie tente un dernier regard implorant, cherchant une faille, un signe de faiblesse. Claire détourne les yeux. Mathilde sort en claquant son sac contre son épaule. Guillaume suit en silence, la tête basse. La porte se referme. Claire reste immobile quelques secondes, puis s'effondre dans les bras d'Alexandre. Elle ne pleure pas. Elle tremble juste de tout son corps, vidée, épuisée. Alexandre la serre contre lui, une main dans ses cheveux, murmurant doucement. « C'est fini. C'est vraiment fini maintenant. » Claire hoche la tête contre son épaule. « Oui, c'est fini. » Elle sait qu'ils ne reviendront plus. Elle a tracé une ligne définitive, infranchissable. Et pour la première fois, elle ressent un soulagement profond, presque physique. Elle est libre, 1 an après le mariage. Mais revient, avec ses matins lumineux et ses soirées douces. Claire a 29 ans maintenant. Elle a allaité Promové, responsable formation régionale chez Siemens Healthineers, une promotion méritée après une année exceptionnelle. Son salaire a augmenté, ses responsabilités aussi. Elle manage désormais une petite équipe de 3 formateurs juniors, coordonne les déploiements de nouveaux équipements dans toute la région. Elle voyage moins, ce qui lui permet de rentrer chaque soir retrouver Alexandre. Le cabinet de kinésithérapie qu'il a ouvert avec son associé fonctionne remarquablement bien. Ils ont même dû embaucher une secrétaire à mi-temps pour gérer l'afflux de patients. Alexandre rentre souvent fatigué, mais heureux. Il a trouvé sa voie, comme Claire a trouvé la sienne. Leur appartement de la Croix-Rousse a pris des couleurs au fil des mois. Des photos encadrées au mur,
des livres empilés sur les étagères, un petit chat gris adopté en janvier qu'ils ont appelé Voltaire et qui dort en permanence sur le canapé. C'est leur refuge, leur cocon. Ils ont construit une routine apaisante, rythmée par les petits bonheurs simples. Le café du matin préparé par Alexandre, les dimanches au marché de la Croix-Rousse, où ils achètent des légumes frais et du fromage, les soirées passées à cuisiner ensemble en écoutant de la musique. Claire a aussi construit sa propre famille choisie. Des amis rencontrés à Lyon, des collègues avec qui elle déjeune régulièrement, une voisine du dessous, Margot, avec qui elle prend parfois un verre le vendredi soir. Ce sont des relations saines, respectueuses, sans manipulation ni exigence toxique. Elle réalise qu'elle n'avait jamais connu ça avant. Un matin de mai, elle trouve une lettre dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe est blanche, l'écriture manuscrite, légèrement tremblée. Pas de nom d'expéditeur, mais elle reconnaît immédiatement l'écriture de son père. Son cœur se serre. Elle hésite longuement avant de l'ouvrir, puis se décide, assise à la table de la cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains. La lettre est courte, maladroite. Michel écrit qu'il regrette, qu'il a compris, avec le temps et la distance, qu'il avait été injuste, qu'il avait favorisé Mathilde par habitude, par tradition stupide héritée de sa propre famille, où l'aîné devait toujours se sacrifier pour les autres. Il reconnaît l'avoir humilié publiquement, d'avoir exigé l'impossible, d'avoir méprisé ses efforts et sa réussite. Il ne demande pas de pardon, dit-il, juste qu'elle comprenne qu'il regrette sincèrement. Je sais que j'ai perdu ma fille. C'est entièrement de ma faute. Claire relit la lettre 3 fois, les larmes aux yeux. Elle ne sait pas quoi en penser. La colère est encore là, sourde, enfouie, mais la douleur s'est atténuée avec le temps. Elle en parle avec Alexandre le soir même, allongée contre lui sur le canapé. Voltaire ronronnant entre eux. C'est à toi de décider si tu veux leur laisser une place, même minuscule, dit-il doucement en caressant ses cheveux. Mais tu ne leur dois rien. Tu as le droit de tourner la page complètement si c'est ce dont tu as besoin. Claire réfléchit longuement. Elle décide finalement d'envoyer une courte réponse manuscrite. Elle écrit qu'elle ne revient pas en arrière, que le mal est fait, que la confiance est brisée. Mais peut-être, un jour lointain, dans plusieurs années, ils pourront discuter calmement, sans attente, sans exigence, sans promesse, sans illusion. Elle poste la lettre et n'y pense plus. Le week-end suivant, Claire et Alexandre prennent la route vers Annecy, leur refuge préféré. Claire conduit sa Peugeot 3008 de fonction. Alexandre à ses côtés, la main posée sur la sienne. La route serpente à travers les montagnes, le ciel est d'un bleu éclatant, l'air sent la résine de pin et la terre humide après la pluie de la veille. En roulant, Claire pense à ce jour terrible du mariage, il y a exactement 1 an. Elle pense au téléphone qui a sonné le lendemain matin, à Nathalie Renaud qui lui a offert une porte de sortie. Elle pense à toutes les décisions courageuses qu'elle a prises depuis. Quitter Toulouse, affronter sa famille, choisir Lyon, choisir Alexandre, choisir elle-même. Elle regarde le paysage alpin défiler par la fenêtre, les sommets encore enneigés au loin, et sourit. Elle a construit la vie qu'elle méritait, celle qu'elle a choisie. Une vie fondée sur le respect, l'amour véritable, la dignité. Une vie où elle n'est plus l'ombre de personne, où elle n'a plus à se justifier, à se sacrifier, à se diminuer. Alexandre serre doucement sa main. « À quoi tu penses ?» Claire tourne la tête vers lui, le sourire aux lèvres. « À tout ce que j'ai gagné en ayant le courage de partir. » Il lui rend son sourire, puis reporte son regard sur la route. Et Claire sait, avec une certitude absolue, qu'elle ne regrettera jamais ce choix. Enfin libre. Guys, you said the super fan counts. Super fan counts, W. Oh my god. IRL stream at the tattoo parlor is what I'm hearing. Oh, that would be fun. Okay, we do have a really good hiding spot right here, so... How's it going, Okay, I'm downstairs. Ready Is to- it oh, it's hunting. Turn off your headgear. downstairs to the right? Right, and then sit back here. Ghost will never know. I'm just out here wandering. I'm gonna just like. It is downstairs on the right side right basement, side, yeah. Okay. I'm probably gonna die. I don't even know where I am. Cherry Fairies, thank you for the follow.
W. Cherry Fairies is such a cute It is name. back on. That was my. It is back That was on. my my raider. I do believe in fairies. I do. I do. I do. I do. I will believe get in it. fairies. Old school. I do. 100%. Okay. Hello, Let's Crystal. How's it close going? that, you know. I've honestly been tempted to get an Obake handprint tattoo. So, what kind of mayo? Just like regular. Just regular mayo? Just regular mayo. I guess whatever his favorite brand What, is. there's different Yeah. mayos. Well, there's like Or flavor. you Miracle get like Whip? a Superman tattoo, but it says Mayo Man. Yes. Wait, let me I'm doing cook. good, Crystal. I'm doing good. How you Wait. doing? Eye adaptation is messing me up. I can't see anything. Oh, there we go. All right, it's like down Hey, Crystal, here. thanks for liking the live. I'm doing amazing. This Thanks for true. asking. I lost you? Dana with the 25 I'm stream. I'm just a little bit further down the hall. Yo, that's Grub. Thank you for the follow. Need some pants. Oh, I found you guys. All Hey right, it's like guys. right here. Oh, thank God it's it's in not in here. the squidgy room. I would crash out. Alright, I have a video camera. I have a sound recorder. Sriracha Mayo. Oh, not an Onryo, not a shade. It looked pretty normal when I saw it. Okay, and it's normal speed, so we're still down to like Mare, maybe Ure. Holy Spirit, activate. Oh no. Holy I can Spirit, put an extra activate. timer for Holy maybe Spirit, activate. Minora. Activate. I hear you in that Activate. room. All right, let's go. What you doing here? Yo, KK, thank you for the sub. Oh, 7 out of 50. Yeah, I hope somebody's keeping track. Oh, a shared hype train. Whoop, whoop. AKA Bravo's Mayo tattoo type train. Yeah, right, right. Oh my God. No way. I didn't panic. Y'all I got this. panicked. Y'all got this. No, I panicked. It is I Helen, can't so hear it could also anything. be a Banshee. Huge. Okay. Rude. Brother? Worthy, take my smudge. It's Are right you there. gonna go hide? I'm gonna go look for the bone. Okay. You are certified, so you know. I'm gonna leave that door partialed, so that way Have I ever got in the room in the padded room? Is Sounds that even done. possible? we can test for Ure. I don't think it's possible. Sounds Okay, Welcome so back, what is Cha-Cha, the welcome back. I've seen Cassin do that as well. What is the reason for doing the half door for testing for Ure? Because Ure can only full open or full close. And so if it's already fully opened, then you won't be able to see a Ure full open. Gotcha. Yo, Garden Snake, thank you for the alert. Because it wouldn't actually open. It would just like make a noise. Got it. Yeah, it would just stay still, yeah. I thought it Alright, was so No Do we demon. have no Hassan. photos? Do we have a photo camera? no spirit. I don't think so. You guys might So want to come back Cha-Cha- down this way towards our I don't know. Is it worth it? Is it Excuse me. possible to get the ghost in the padded room? Padded It's rooms? not, right? No, I don't think they No. can be Ghost favorite Yeah, room. Oh my it's not God. possible. Kiwi. Okay, so I'm gonna go ahead and use my Okay. instance. Yeah, but if it's venting on us this far, it might actually be a Banshee. Videos are done. We need a photo of Sounds the ghost. fun. We need photos of everything. Yeah, I was gonna say I don't think we even have We a have a photo photo camera. camera? No. No. We're gonna I love that. lock in next I love time. that for us. That's amazing. And Meow. we're gonna grab the things we need to. We're gonna coordinate. We're gonna do this. We got this. And I'll forget. Should I do like a mayo jar, like holding on to like a EMF reader, like a tier 2 EMF like reader? That would be pretty cool. I'm afraid. I'm afraid to. You're right, it's just a venting. You got about 30 more seconds before it can try hunting. But it is Yes, weird Kiwi? that it's a venting on its way over here. Banshee? I'm thinking maybe Banshee, yeah. Oh my God. Oh. Oh, I smudged! So- Damn it! I Oh, thought it was my a word. hunt! I thought it Oh, was do a we- hunt! Is there an incense among us or no? I Are we just used mine. Yes. incenseless? I have, You have one. one. Incense. Here. Okay, Here. You nice. take it. I don't want it. You take it. No, not you. Not So you. the bone.
I know my limitations. Okay? And yours. And mine. That scrub. No, I don't like pineapple on my pizza. That bone's been found. love pineapple on my pizza. Samantha with the raid. My That was a friend huge just raid. got, Welcome in, everybody. We're doing a collab stream. my friend just got diagnosed Wait, with stage 4 real Sam Cook, cancer. thank Oh you my for the gosh, raid as I'm well. so sorry to hear that. 200 Liam. Turn your flashlight off, dude. I'm sending all of the good Shai, thank you for vibes the and follow. prayers to Pressure, thank you for the and your follow. friend. Welcome in, everybody. Like I said, we're just doing a collab stream. I think this is the first time I've played with Tyler or Wayward, right? It's true. Oh yeah. It is. It's been a lot of fun. We'll never do it again. He's gonna be like, wow. Welcome in, everybody. They're terrible. I'm assuming you guys were also playing some Faz. Alright, we're going Silent said, turbo thank you for the here. follow. Beautifully ignored, thank you for the 100 biddies. Can we leave? I'm afraid. Can we leave? No. Oh, what? We're being forced You're to not- get better. I'm gonna be honest. I'm kind of This afraid is too. not So helping me. Yeah, I love. Try to move fast. Oh, Samantha. Oh, I follow Samantha. okay, so I'm gonna have to smudge again because otherwise it would spawn into all of us. Oh, It is please Sam. kill us. We've been having some pretty good games. It's fine. It's fine. Thanks again, Samantha and Sam. We've So I think we've just been kind of doing random maps trying to do perfect games with just no evidence, no sanity, and no hiding. And no help because give us. Yeah, we're kind of. Oh, I think Help. we have no more incense. We can't even get repel objective. So No. So let's leave. What? Samantha, thank you so much for the follow. Oh, Samantha, thank you for the follow. Oh my God. weekly challenge Oh, done. yeah, Nice. that's out of my Copying head. me. I haven't looked at the Stop weekly copying me. challenge. Samantha, thank you so much for the follow. Yeah, Samantha here too. Thank you. Wayward, can you stop copying me, brother? Reels, thank you for the follow. Real Sam Oh Coke, my thank God, you. dude. Stop. Cut the meow. No, Thank you for the follow, though. you're fine, Samantha. I really appreciate it. Thank you for the huge raid again. You and Sam. Go away, Ghosty. Can we leave? No. I'm I afraid. wish I had a Tyler, more. Sam, thank you for you're- the follow as well. Your chest I mean, I'm is pretty directly in terrified. my face right now. Your chest is directly in front of me, brother. Here, yeah. Let's actually. We should probably go ahead and move. I Let's forgot the ghost can leave. spawn in like 5 seconds. Oh, really? Oh, You guys. So the God. bad news is that this door locks when the hunt Oh starts. God, we're screwed. No. We're The screwed. next bad news is the ghost is coming up I here. love that. I love that so much. Goodbye, you guys. Oh no. Oh no. Rest in peace. Rest in peace, Worthy. Oh no. Saved us? Okay, let's go. That squirrel's wife. Yeah, the Thank you for fast community is follow. pretty awesome. Hold on. I can't see anything. I'm leaving. Maybe turn your headlamp on, brother. You're on Dude, top. Thank you for the can you- follow. Mama Wing It, thank you for Squirrels the Live, thank you for follow. the follow as well. Sam, thank you so much for the Welcome bid. in, guys. With 10 Welcome in, bids. guys. Welcome in. I Thank really you so appreciate nice. it. Thank you. We are behaving good people from Wayward I was gonna say Land. all these people are really amazing. Holy. They're all super, super nice. Gen X, that really was my fault. We what's should your have name? definitely left a lot sooner. But, you know. It's fine. Wait, I think are you guys trying to exit because you may We're have going the went wrong way. the opposite direction? Going the wrong way. I'm so fussed. I hate it here. And Samantha, thank you for the 10 biddies. Thank you so Let's- much. This is what Here we I go. don't Yeah, like. go, yeah, Thank you. so go, keep going this way.